et du ton. Et il faudra bien faire des choix. Voilà, ça c'est une guitare qui est faite avec des boîtes de lait condensé et qui provient du Mozambique. Ces objets de prisonniers, par exemple, devraient-ils aussi figurer sur la toile d'Internet? Un bon conservateur répondrait oui. Walter Tschopp, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du département des arts plastiques au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Comme vos collègues, vous n'exposez environ que 5% de vos œuvres. Est-ce que pour vous, c'est un crève-cœur? Non, pas forcément. Pourquoi? Vous savez que nous montrons la pointe de l'iceberg, les œuvres les plus significatives, et les autres, ma foi, restent dans la cave, non pas pour sommeiller, comme j'ai pu entendre dans le sujet qui est le vôtre, mais pour d'autres buts. Quel genre de but? Par exemple, tous les chercheurs qui viennent voir les œuvres, tous les sujets qui se font dans les universités se font à partir souvent de collections dans les musées. Et puis ensuite, ma foi, il y a aussi beaucoup de prêts qui se font. J'ai vu là le fonds d'art contemporain de Genève qui prête dans de très bonnes conditions et de manière très professionnelle, je le lance une petite fleur à leur égard, à travers le pays et au-delà. Et nous avons très récemment, par exemple, profité d'un prêt du fonds d'art visuel. Alors, vous avez dit juste la pointe de l'iceberg. Ça veut dire que finalement, dans ces collections que vous recevez de collectionneurs privés, tout n'est pas montrable? Au fond, on pourrait montrer tout, mais tout n'est pas de la même qualité. Par exemple, on essaie de collectionner de chacun des artistes en question un choix significatif d'œuvres. On en montre en général une ou deux, alors que les autres restent à disposition des chercheurs et du public, du grand public, des amateurs d'art. Et les collectionneurs réagissent comment, ceux qui donnent leur collection, quand ils voient que tout n'est pas montré? Ça, c'est une question de négociation à chaque fois. À l'heure actuelle, je travaille sur plusieurs lestes futures et je négocie de cas en cas avec les collectionneurs des conditions. Certains voudraient avoir un lieu permanent. Mais ma foi, à l'heure actuelle, c'est pas possible parce que on casserait la liberté qui est celle des musées de montrer selon les rythmes du temps. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces explications et bonne fin de soirée. Mais merci à vous. Et puis, on va continuer bien avec les propositions de sortie. À l'affiche ce soir, une exposition, du spectacle et une visite et une découverte de la vieille ville de Fribourg. Le fil rouge de l'exposition, c'est le dialogue. Parfois les tableaux dialoguent entre eux, parfois le dialogue s'établit à l'intérieur même du cadre. C'est parfois un dialogue entre des techniques, photo, peinture ou lithographie qui se superposent. J'ai essayé de mettre en rapport des formes, des couleurs, des espaces à l'intérieur d'un tableau. Dialogue de couleurs, dialogue de thèmes, c'est le thème de l'exposition. C'est un spectacle de danse avec des tableaux atmosphère assez particulière sur cette culture hip-hop. Donc on passe dans la rue à New York, on a des breakers, il y a des danses hip-hop, street dance, electric boogie. Il y en a qui sont danseurs professionnels, il y en a qui sont amateurs, qui ont des jobs comme instituteurs, d'autres qui sont installateurs sanitaires et d'autres qui dansent uniquement pour le plaisir. Ce spectacle alors, est représentatif du changement de programmation qu'on veut au Café Théâtre, qui se veut plus large, autant revue satirique que théâtre, que danse, que chanson ou texte. Alors l'Airiac, c'est comme un kayak, seulement c'est gonflé, et puis on n'a pas les jambes à l'intérieur, où on pourrait rester coincé dedans. Donc
pagaie quand même, hein, il y a quand même une propulsion à donner. Et puis quand on est dans les vagues, quand ça bouge bien, il faut prendre son souffle, garder son souffle. Mais on peut quand même pas aller faire les fous sur n'importe quelle rivière, il y a quand même des courants ou des risques inhérents de toute façon à l'activité, une activité d'eau. Dans quelques instants, vous retrouverez Nathalie Sbaille pour le menu météo. Les choses devraient s'améliorer. Puis ce sera Isabelle Biolay pour l'actualité romande. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Bonne fin de soirée. Au revoir. Vous vous mariez bientôt. Quel nom de famille allez-vous porter? Et vos enfants? La révision du Code civil en la matière pourrait permettre toutes les options, au nom notamment de l'égalité homme-femme. Or, pour certains, cette évolution pourrait entraîner de graves perturbations psychologiques et sociales, sans parler des complications généalogiques. Alors, nom de famille à la carte, progrès ou gâchis? Droit de cité ouvre le débat dimanche sur TSR1. Flash exclusif sur les tournages. Il y avait de la lumière, il y avait du son, nous sommes entrés. Projecteur sur les points forts. Zoom Avant explore en avant-première ce qui va exploser l'actualité télé. On ne schtroumpfe pas sur les zappeurs. Zoom Avant, tous les samedis sur TSR1. Les extraterrestres se sont-ils réellement posés sur Terre? Faut que je demande à ma secrétaire. Chaud le programme, salut! Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de Soir dernière. Les titres de l'actualité de ce vendredi. En Suisse, les eaux n'en finissent pas de monter. Les inondations menacent toute une partie du pays. Au Kosovo, l'OTAN a peut-être commis une nouvelle erreur. Une centaine de morts seraient à déplorer dans le village de Koriza. Enfin, c'est le grand retour de Stéphane Eicher, tournée française et nouvel album dans 15 jours. En Suisse, donc, c'est l'inquiétude devant la montée des eaux. Les pluies torrentielles ont déjà causé pour plusieurs dizaines de millions de francs de dégâts. En Suisse alémanique, les trains, les routes et les postes sont touchés. À Berne, des évacuations d'habitations ont déjà commencé. On fait le point avec Philippa de Roten. Après Bâle et Argovie, ce matin, c'est la ville de Berne qui s'est réveillée, les pieds dans l'eau. Certains quartiers de la ville fédérale, situés près de l'Aar, comme ici dans le quartier de Maté, ont dû être évacués. Environ 500 caves et maisons ont été inondées. Pour des raisons de sécurité, un pont a été fermé, le courant électrique coupé. Mais il n'y a pas que les cours d'eau qui débordent sur le plateau alémanique. La nuit dernière, le niveau des lacs a dangereusement augmenté un peu partout. À la suite de l'Aar, le lac de Thun a ainsi débordé, menaçant quelques 300 maisons. Un état-major de crise a évacué cet après-midi toutes les habitations situées sur les rives du lac. Plus au nord, les lacs des 4 cantons et le lac de Zurich ont atteint des niveaux records. Près de Lucerne, les cygnes côtoient les véhicules et certains sites ont pris des allures vénitiennes. Pour contenir l'eau et évacuer les personnes menacées, quelques 1000 membres de la protection civile ont été mobilisés dans les régions affectées. Si aucune victime n'est à déplorer, les dégâts causés par ces crues se chiffrent déjà en plusieurs dizaines de millions de francs. Toute la journée, la circulation routière et le réseau ferroviaire ont bien sûr été fortement perturbés par ces inondations et on annonce des difficultés sur différentes voies de communication jusqu'à lundi au moins. Notez encore ce soir que face à l'urgence, les entreprises électriques fribourgeoises ont dû ouvrir les vannes du barrage de Schiffenen. Ces vannes ouvertes tout à l'heure, les voici. Elles sont installées sur le barrage qui se trouve en aval du bassin de la Sarine. Elles débitent en ce moment même 100 mètres cubes par seconde. 100 mètres cubes qui viennent encore grossir les flots de l'Aar. Malgré l'ouverture des vannes, la montée des eaux sur le bassin des Trois Lacs s'approche d'heure en heure de sa cote d'alerte. Et déjà, on songe aux dégâts infligés à la nature et aux cultures.
À l'étranger, l'OTAN enquête encore en ce moment même sur une éventuelle nouvelle erreur de cible lors d'un bombardement mené par son aviation. Une centaine de personnes auraient été tuées dans le village de Koriza au Kosovo. C'est en tout cas ce qu'indiquent les autorités serbes. Sébastien Faure. Ils s'étaient réfugiés là pour la nuit. 4 à 500 Kosovars en fuite, établis dans la cour d'une ferme. En moins de 10 minutes, le campement a été transformé en cimetière. Des corps carbonisés, démembrés, gisant au milieu des carcasses de tracteurs. Voilà ce qu'ont trouvé les journalistes occidentaux à leur arrivée sur place. Une dizaine de cadavres ici, une cinquantaine à la morgue de Prizren, plus des restes humains amassés dans 3 grands sacs de plastique. À l'hôpital, les médecins disent avoir reçu une soixantaine de blessés de Koriza. Le bilan est imprécis. On partait vers l'Albanie. Nous étions arrêtés quand ça s'est passé. Il était environ 23h30. Combien de personnes ont été tuées? Je ne sais pas exactement. Beaucoup. Tout le monde dormait à ce moment-là. On a entendu de très fortes détonations. 5 détonations. Pour nombre de survivants, comme pour les autorités serbes, il n'y a pas de doute. Ce bombardement est l'œuvre des avions de l'Alliance Atlantique. Tuez-nous tous, je ne vous parlerai pas. Ils ont tué toute ma famille. Les rescapés ne comprennent pas. Voilà 10 jours qu'ils se cachaient dans la forêt, apparemment pour échapper aux exactions serbes. Et à ce qu'on leur dit, c'est l'OTAN qui les a attaqués. Dans cette affaire, nous restons ce soir tributaires des informations livrées par le régime de Belgrade. Quelques agences de presse au Crédit International ont pu se rendre sur place, comme l'agence France Presse, dont le journaliste travaille sous contrôle serbe. Voici son témoignage recueilli par Yves Maga. On est tombé sur des Albanais, des survivants de cette attaque qui nous ont parlé de ce qui s'était passé. Ils nous ont dit que environ vers minuit, il y a eu une attaque qui provenait des avions qui ont bombardé leurs tracteurs et les réfugiés qui étaient là. Il y en avait environ 600 qui se trouvaient là, qui étaient sur les tracteurs et qui étaient dans les maisons voisines. Est-ce qu'ils savent qui a largué ces bombes? Est-ce qu'ils ont la certitude qu'il s'agit de l'OTAN? Pour eux, ils parlent de l'OTAN. Il y a eu des bombardements intenses de Prizren et des alentours de Prizren toute la journée hier, puis toute la nuit et puis ce matin. Sur place, j'ai trouvé des parties de bombes que j'avais trouvées à Djakovica, sur la colonne de réfugiés a été tuée. Et selon l'OTAN, cette partie fait partie d'une bombe laser à guidage GBU-12. Est-ce que vous confirmez le bilan d'une centaine de morts? De ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu 9 corps calcinés sur place. Et puis, j'ai vu à la morgue de Prizren, j'ai vu 48 corps. Est-ce qu'on s'explique pourquoi cet endroit a-t-il été choisi comme cible alors? Du ciel, ça a pu, peut-être pour un pilote, peut-être qu'il croyait qu'il s'agissait de pièces d'artillerie, des chars, parce qu'il avait 30 tracteurs qui étaient un à côté de l'autre. On le sait, la Suisse souhaite agir sur le plan humanitaire au Kosovo. Il y a les convois de l'opération Focus menée par la Confédération, la Grèce et la Suisse. On trouve aussi le CICR, dont 4 véhicules sont arrivés aujourd'hui à Pristina. Le CICR qui apprécie très moyennement l'initiative du gouvernement suisse. Le président du CICR, Cornelio Sommaruga, répondait tout à l'heure au micro de Catherine Kamerman. Écoutez, c'est un début. Aujourd'hui, nous avons la première mission du CICR qui va, après le 29 mars, quand nous avons dû quitter le Kosovo, entrer au Kosovo. Elle va entrer naturellement avec des secours, mais elle va entrer surtout avec une équipe qui va se rendre compte sur place quels sont les besoins et quelles sont les possibilités de bouger dans toute la région à cause surtout aussi des problèmes qui existent au point de vue d'infrastructure routière parce qu'elle a été fortement endommagée par les bombardements.
Que pensez-vous de l'initiative suisse Focus, vous, en tant que président d'une organisation humanitaire? Je ne pense pas que je doive, moi, commenter sur cela. Je dis simplement que ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait une initiative de gouvernement qui font directement de l'humanitaire. Au fond, des organisations comme l'HCR et le CICR ont été créées ou bien sont appuyées, comme le CICR, par les gouvernements de sorte à rendre l'assistance et la protection aux victimes tout à fait neutre et impartiale, sans avoir une connotation politique. Lorsqu'un gouvernement agit directement, quel qu'il soit, il y a toujours un problème avec cela. Mais comme il y a tellement de besoins aujourd'hui au Kosovo, nous souhaitons bonne chance aussi à l'opération Focus. Des critiques très diplomatiquement formulées, on vient de l'entendre. Sur le même ton, voici la réponse de Walter Fust, le responsable de l'opération Focus. Suivre l'argumentation qui est en effet le CICR, qui a un mandat et que l'HCR était créé pour faire ce travail. Mais on pourrait se poser la question pour quelle raison alors ils ne sont pas actifs au Kosovo. Est-ce que, en ayant eu cette initiative, le gouvernement suisse ne sort pas de son rôle d'État neutre? Non, parce que c'est une initiative pour apporter l'aide humanitaire et rien d'autre. C'est une initiative humanitaire. Et nous serions les plus heureux si le système onusien nous dépasse si vite que possible et que nous avons plus besoin de travailler au Kosovo. Je pense que le CICR était aussi sous pression de la communauté internationale, mais aussi de toutes les enceintes qui attendaient à ce que le CICR continue son travail au Kosovo. Aujourd'hui, les grandes puissances réfléchissent déjà à l'avenir, à la reconstruction du Kosovo et de la Serbie, d'où l'idée d'un nouveau plan Marshall, comme celui qui avait permis le redémarrage de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. L'Union européenne devra sans doute dépenser l'équivalent de plusieurs dizaines de milliards de francs suisses. Anne Cuneo. La faiblesse et les retards combinés de l'économie et des institutions politiques ont, ces 10 dernières années, contribué à isoler la région balkanique au lieu de l'intégrer à l'Europe. Aujourd'hui, une certaine unanimité se fait sur comment reconstruire la Yougoslavie et intégrer toute la région. La mise en œuvre d'un plan inspiré du plan Marshall qui avait contribué à la reconstruction de l'Allemagne post-nazie et à sa réintégration rapide dans le concert des nations démocratiques. Je pense que ce plan Marshall, une sorte de plan de Marshall destiné aux Balkans, c'est la seule chance pour les pays de la région de redresser leur économie. De quels éléments doit être constitué un tel programme de redressement? Premier élément, un programme à la fois d'investissement et de développement institutionnel. Deuxième élément qui me paraît important, c'est que l'on accepte que ce programme et ce qui est fait diffère d'un pays à l'autre pour tenir compte des diversités culturelles, des diversités nombreuses qu'il y a entre ces pays. Et troisièmement, que l'on pense à l'unité de la région et à l'intégration de cette région dans l'ensemble européen. Il faut donc que les différents pays résolvent ensemble les problèmes qu'ils ne peuvent résoudre chacun pour soi. Reste à voir s'il sera possible de casser la logique des divisions ethniques qui a fait tant de ravages. Ruud Dreyfus en visite à New York pour 3 jours. La présidente de la Confédération est aux États-Unis pour présenter une image de la Suisse plus dynamique. Hier soir, à l'Association de politique étrangère, la soirée a été plutôt mondaine. Luc Mariot. C'est à New York que Ruud Dreyfus s'est rendu pour répondre à l'invitation de l'Association américaine de politique étrangère et parler de la Suisse. Elle a expliqué à ses hôtes la politique étrangère de la Suisse. Elle a rappelé la neutralité du pays. Elle a fait état du travail que la Suisse a fait sur elle-même depuis l'affaire des fonds juifs. Je tiens à montrer, à expliquer à ses interlocuteurs que la Suisse, parce qu'elle le veut, parce qu'elle le décide, va poursuivre aussi le travail de réflexion sur son histoire, va poursuivre le travail aussi de pédagogie pour éviter que dans notre pays, le racisme, par exemple, puisse se développer. Je crois qu'ils sont intéressés à ce que nous faisons. Je ne viens pas rendre des comptes, je viens dire ce que la Suisse, État souverain, est en train de faire.
La présidente de la Confédération a reçu de l'Association de politique étrangère une décoration pour honorer son engagement et son travail en faveur de la démocratie et des principes humanitaires. Et voici encore d'autres nouvelles internationales en bref, commentées par Olivier Kohler. Violentes émeutes hier soir lors d'un match de football de 3e division allemande. Opposés à 500 policiers, les supporters des Kickers Offenbach et de Mannheim se sont livrés à une véritable bataille rangée, dans le stade et hors du stade. Bilan des affrontements, une centaine de blessés, des véhicules incendiés et le centre-ville d'Offenbach, près de Francfort, en partie saccagé. C'est la pire explosion de violence liée au football depuis des années en Allemagne. L'Allemagne candidate à l'organisation de la Coupe du Monde en 2006. Le débat historique entamé aujourd'hui à la Douma déchaîne les passions. Au centre des débats, la destitution du président Eltsine, qui intervient en Russie en plein climat d'instabilité politique. Sur les 5 chefs d'accusation établis par l'opposition communiste, un seul risque d'obtenir la majorité des 2 tiers, le déclenchement de la guerre en Tchétchénie. Même si elle obtient demain le feu vert de la Douma, la procédure de destitution de Boris Eltsine sera longue encore. Hold-up spectaculaire aujourd'hui à Milan. Des gangsters munis d'un véritable arsenal ont tenté vers 5 h du matin de mettre la main sur un convoi de fond. Après avoir bloqué le véhicule blindé avec un camion, le commando, qui a pu prendre la fuite, s'est fait surprendre par les carabiniers. Bilan de la fusillade, un policier très grièvement blessé. Un hold-up qui souligne à Milan la vague de violence urbaine qui touche le nord de l'Italie depuis 6 mois. Musique pour terminer ce journal avec son nouvel album qui sort dans 15 jours. Stéphane Eicher revient. Pour l'heure, l'artiste est en tournée dans les petites villes de France. C'est là que l'on rejoint Patrick Mounou et Luc Mario. À gauche ici alors. Oui. J'ai vraiment une horreur, c'est de faire des valises. Et je me disais pourquoi pas prendre la chambre avec nous dans le mobile home. Je peux travailler aussi. Ça fait un côté famille qui fait des... C'est plutôt des vacances qu'on fait maintenant. Voilà. On a joué à Bergerac, qui était déjà une nature différente, des odeurs différentes. Les gens mangent des choses différentes, ils parlent différent, l'accent, ils se comportent différents en concert. Et aujourd'hui, on sort de la voiture, il y a tout juste une pluie, même ça recommence, je crois. Et avec les fleurs qui sont dehors, ça donne cette odeur du midi. Et j'adore ça, de rouler quelques heures et d'être dans une culture et puis dans une autre, ça enrichisse. Je me sers de ta serviette, j'ai la presque trop fermée. J'ai fini tes cigarettes, j'ai fumé mes yeux fermés. J'interroge les coussins tiers, que tes faits sont imprimés. Oui, les vaches touchent tes lèvres, le tombe un parfumé. Le seul, c'est le mime, c'est le mot, c'est le dur, dis-moi où. Si vraiment il est fou. C'est une boule de neige de la première partie du concert, qui est un mélange entre la Suisse, le rocher, et l'envie des Suisses d'aller à la mer. Et là, elle est venue chez nous, sur les glaciers. Je m'imagine, si je chante mes chansons et les gens s'ennuient, il y a plein de choses à regarder. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris en 20 ans de carrière là, sur la musique? J'ai appris que si on fume beaucoup de cigarettes, la voix va être plus bas. J'ai appris plusieurs choses. Si vous faites une faute, il faut la faire 2 fois. J'ai aussi appris, si vous jouez quelque chose d'extraordinaire, il ne faut pas le rejouer. Et voici encore la revue des principaux titres de la presse romande, un tour d'horizon de ce que vous trouverez demain dans les kiosques, signé Pierre Crevoisier. Un contraste saisissant de réalité que tout oppose, c'est la tête de l'impartial de demain. 2 images comme les faces opposées du monde. La première, c'est celle-ci, un verre de printemps à vous faire sauter les mirettes pour dire la vigne en cette saison est la promesse, le présage du meilleur des jus d'octobre. Et la deuxième image, juste à côté, un paysage de douleur, Koriza, ce village dans le sud du Kosovo, 100 morts sur les 700 personnes réfugiées là. Un bombardement attribué par Belgrade, on le sait, à l'OTAN. En devanture donc de l'impartial et de l'Express de Neuchâtel. On change d'image et de préoccupation. Celle de l'heure, en Suisse, ressemble à ceci. Les larmes du ciel, les humeurs du temps et une image de Bellegarde encore. Bellegarde en une de la Gruyère qui, avec les inondations, craint maintenant la montagne proche. Avec son lac à proximité
Bienne est en ouverture de scène et le Journal du Jura consacre une partie de son édition de demain à l'inventaire des alertes. Venise n'est plus en Italie, c'est à Berne. Et le Journal du Jura de nous dire que certains quartiers de la capitale fédérale ont été sur le point d'être évacués aujourd'hui. Dans la presse Riviera-Chablais, une explication, un doigt pour montrer une cause ou des causes, les neiges de l'hiver en fonte et les intempéries. Notre confrère décrit par le menu les opérations de récupération d'objets de toute nature et une manière assez comique de dire, d'écrire en ouverture de journal, le plastique en veux-tu, en voilà. C'est le côté nature de la presse. On n'oublie pas les chiffres, on les découvrira en une du quotidien jurassien. Les pieds dans l'eau, les dégâts de ces derniers jours ont un coût, dit notre confrère. Pour les seuls cantons de Berne et de Zurich, par exemple, 30 millions de francs. On termine sur une image, celle-ci, celle des violences de Genève en mai 98. La mobilisation contre l'Organisation mondiale du commerce, c'est en façade du courrier et à l'intérieur, un cahier pour réfléchir aux causes. Allez, bonne lecture. Et c'est au tour de Valérie Bovard de nous présenter les prévisions de Météo Suisse. Au fil des heures prochaines, les précipitations devraient progressivement cesser en toute région et le ciel s'éclaircira peu à peu depuis l'ouest et le sud. Ainsi, la journée de demain samedi s'annonce assez ensoleillée en dépit des quelques nuages bas qui traîneront le matin sur le plateau et des cumulus qui se formeront l'après-midi sur les reliefs. Les températures oscilleront, elles, entre 9 et 11 à l'aube, tandis qu'au meilleur de la journée, on peut s'attendre à des 19-22 degrés en Suisse romande, 13 à 18 en Suisse allemande et jusqu'à 23 au Tessin, sans oublier la faible bise qui balayera le Jura et le plateau. Ensuite, dimanche, un temps encore en partie ensoleillé autour du Léman et sur le plateau, mais plus nuageux en vallée et au sud, avec déjà probablement quelques pluies en fin de journée. Et puis la pluie devrait arroser tout le pays lundi, alors que mardi et mercredi, il fera non seulement plus froid, mais le temps sera aussi changeant, avec proportionnellement plus de précipitations que d'éclaircies, surtout au sud et à l'ouest. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, Raphaël Hélic vous présentera les deux éditions du Téléjournal, TJ Midi et TJ Soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et un très bon week-end à tous. Bonsoir. McLaren continue son assaut sur un rocher aussi chic que dangereux. Grand Prix de Monaco en direct de Monte-Carlo et c'est samedi sur TSR2 et course dimanche sur TSR1. ADECO, un nouveau monde pour l'emploi. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous de l'actualité romande, une actualité plutôt humide aujourd'hui. Les pluies diluviennes de ces derniers jours mêlées à la fonte des neiges provoquent une crue qualifiée de crue du siècle. On l'a vu hier dans la région du lac de Thun, mais cette crue pourrait avoir d'importantes conséquences dans le bassin de la Sarine et dans la région des Trois-Lacs, selon le principe des vases communicants. Antoine Berthoud. Il faudra attendre ces prochaines heures, peut-être on atteindra la crue du siècle, mais pour le moment, on approche de la crue du siècle. Pas question du lac de Thun qui déborde déjà. Nous sommes ici à Bro, dans la centrale qui commande tout le bassin de la Sarine. Le bassin de la Sarine se remplit à grande vitesse. Le lac de la Gruyère monte à plus de 6 cm par heure. À ce rythme-là, ça sera plein demain dans la journée. Il faudra alors ouvrir les vannes à Schiffenen et au moins doubler le débit de la Sarine vers l'Aar.
malgré les précautions prises. On s'y attendait, on s'y est préparé. Déjà au mois de février, nous avons baissé nos retenues, notamment le lac de la Gruyère. On l'a baissé de plus de 22 mètres. On a pu, grâce à cette prévision de crue, maintenir maintenant cette eau et ne pas aggraver la situation jusqu'à maintenant en aval. Inondation d'abord entre Arbergue et le lac de Bienne, c'est la première menace. Seconde menace, le lac de Neuchâtel, de Bienne et celui de Morat qui vont arriver à saturation. La Thielle refoule actuellement 150 mètres cubes d'eau seconde en direction du lac de Neuchâtel et il reste 55 cm de marge. Ce matin, entre 4h et 10h, le lac de Neuchâtel est monté de 30 cm. Lorsque le bassin des Trois Lacs sera plein, si la météo ne s'améliore pas, le choix sera simple. Ou bien les écluses de Nidau resteront fermées et les Trois Lacs continueront de monter. Ou bien on ouvrira les écluses par où les Trois Lacs se vident et c'est le canton d'Argovie qui sera sous l'eau, avec l'inconvénient en plus du courant de l'Ar, et le courant est particulièrement dévastateur. Le Rhône aussi a vu son niveau monter ces derniers jours, emportant dans son lit des tonnes de déchets. Résultat, le Léman est envahi par des troncs, des branches et des alluvions. Reportage Marc Junmy. Des tonnes de branches, de feuilles et de troncs d'arbres qui flottent depuis hier à la surface du lac Léman. C'est le bilan des intempéries de ces derniers jours, des intempéries particulièrement violentes qui ont fait déborder certains cours d'eau et emporter une masse impressionnante de déchets végétaux. Si la plupart des affluents du Léman ont vu leur niveau monter, la situation était particulièrement sérieuse dans le Haut-Lac ce matin. Ainsi, le Rhône a charrié des tonnes de déchets provenant en grande partie des avalanches de l'hiver dernier. Les travaux de nettoyage se déroulent actuellement sur les rives les plus touchées. En revanche, pas grand-chose à faire pour ce qui concerne les déchets emportés au milieu du lac. Il faudra attendre qu'ils s'échouent sur le rivage avant de pouvoir les évacuer. D'ici là, les navigateurs sont bien sûr invités à se déplacer avec la plus grande prudence. Et en amont, en Valais, les responsables de la sécurité disent maîtriser la situation. À part quelques rares coulées de boue très localisées, aucune inondation n'est signalée. Le point avec Alexandre Beauchâtel. 300 mètres cubes à la seconde, c'est le débit d'eau enregistré ce matin dans le Rhône à la hauteur de Saint-Maurice. Un chiffre moyen pour l'heure qui n'inquiète pas les responsables valaisans de la surveillance des cours d'eau. Le canton n'est en situation d'alerte que lorsque ce débit est 2 fois plus important. Ce matin pourtant, de nombreuses rivières avaient un aspect parfois inquiétant. Plusieurs d'entre elles